Merci beaucoup. Je voudrais maintenant m'adresser à Michel Neugnot qui, je pense, attend avec impatience qu'on lui donne la parole. Michel, les régions sont chefs de file pour le climat et la transition énergétique, et donc elles ont un rôle de planification et de coordination, notamment via les SRADETS. Est-ce que les régions ont les moyens de cette ambition? Comment elles peuvent faire pour qu'il y ait une vraie cohérence entre les différents niveaux, l'État, les collectivités locales? Qu'est-ce que tu peux dire sur votre responsabilité et vos moyens d'action? Bien, notre responsabilité est totale. Déjà, tu l'as dit, à travers le SRADET, où effectivement, prescriptives qui ont été prises par rapport à la nécessité de prendre en compte, quand on développe une politique sur les territoires, la problématique des mobilités, avec l'occupation de l'espace, la façon de l'occuper, la façon dont on répartit dans l'espace à la fois l'activité économique, le développement spatial des villes et d'autre part les mobilités qui doivent être prises en compte. Mais il y a une autre loi qui est quand même essentielle, plusieurs interlocuteurs en ont parlé, c'est la loi d'orientation des mobilités, parce que tout ce qui a été décrit, notamment par France Mobilité, on l'a vu dans les assises de la mobilité, et ça a été les derniers propos de dire que effectivement tout est en rayon. Le problème, c'est comment on le met en œuvre. Et je pense que cette loi qui donne une double responsabilité région d'une architecte des mobilités, à travers la définition de bassin de mobilité, où on voit comment organiser les mobilités entre bassins, et notamment entre les zones les plus peuplées qui attirent l'activité économique et le reste du territoire, ou les territoires ruraux entre eux. Et puis, cette problématique de faire en sorte que l'on ait aussi un rôle de chef d'orchestre, parce que effectivement, tout le monde veut y aller de sa solution, mais encore faut-il que ce soit coordonné. Et à travers des contrats opérationnels de mobilité, négocier avec les territoires, on peut le faire. Mais pour revenir quand même à l'objectif de cette réunion qui était la décarbonation des transports, il y a quand même un certain nombre d'outils qui doivent être utilisés dans le cadre des de mise en œuvre, c'est de se soucier en permanence d'une économie des transports moins carbonée. Alors, les outils, on les connaît. Il faut mettre sur les réseaux structurés que représente le train, il faut densifier, avoir plus de personnes dans les trains. Et je dois dire que la France n'est pas en retard. Je vais vous donner un chiffre. Sur 2019, 90 voyageurs par rame de train TER. Nous étions 10 ans avant à 80. L'Allemagne, qu'on cite toujours un exemple, est à 85. Et alors là, il y a un enjeu très fort sur le train pour la décarbonation. Il y a naturellement ce que représente le carbone par le véhicule, mais l'indicateur le meilleur, c'est le carbone par personne transportée. Et notamment le niveau de mobilité, c'est challenger les territoires pour qu'effectivement, on arrive à amener plus de personnes par le train avec les gares, chaque gare qui est un nœud d'intermodalité sur lequel il faut se développer. Si vous mettez 2 fois plus de personnes dans un train, vous divisez par 2 le carbone utilisé par voyageur. Donc c'est un aspect. Il y a l'aspect aussi sur le train supprimer le train, et notamment sur les petites lignes, le train qui fonctionne au diesel, et il y a l'hydrogène qui arrive, il y a d'autres, des trains batteries, hein, toute une batterie d'ensemble de solutions qui peut être apportée. Ensuite, il y a une préoccupation à avoir là où on n'a pas de train, où on a des lignes de cars ex-départementaux régionaux, et je pense sur Nice, 1 euro,
Bourgogne-Franche-Comté, nous avons fait une tarification plate de tous les transports à 1,50 €, ce qui nous permet d'avoir une très grande visibilité sur le sujet. Et je vois notre ami Catinger qui est dans un département où effectivement les liaisons se font beaucoup par la route et on a un développement très fort au niveau de ce sujet. Et puis alors il y a tous ceux, le véhicule automobile, on ne va pas le remplacer. La solution, c'est effectivement de mettre plus de personnes par véhicule. Les aires de covoiturage, ça a été cité. On va sur la Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, on a un schéma régional qui va se mettre en place en partenariat avec les départements et qui va être doté, dans le cadre de notre plan de relance, d'aides particulières. Vous avez aussi les lieux où la voiture est obligatoire. Et là, il y a la loi, s'était dit, avec les 400 € pouvant être pris en compte pour le covoiturage est une solution, mais il y a des lieux où le covoiturage ne peut pas fonctionner. Et je voudrais citer ce que nous avons mis en place, c'est-à-dire un ticket mobilité pour ceux qui habitent de plus de 30 km ou 1 heure de transport, si c'est du transport en commun, pour pouvoir aider. Alors, ensuite, pour ne pas allonger le débat excessivement, je crois qu'on a tous les outils actuellement pour ce faire. Par contre, quand on va débattre dans les territoires, dans chaque bassin de mobilité, il faut trouver les bons indicateurs. Les bons indicateurs. Parce que si on n'est pas transparent sur cette transition énergétique nécessaire, la décarbonation des transports, si on n'a pas dans chaque bassin de mobilité, dans chaque EPCI, pour voir les voies de progrès, on va être dans la théorie et ça ne marchera pas. Et je crois que ce qui est essentiel quand on va débattre, ce que la LOM nous impose dans chaque bassin de mobilité avec chaque EPCI, ça va être de trouver les bons indicateurs pour avoir une trajectoire, parce que ça ne sera pas le miracle du jour au lendemain, c'est une tendance qu'il faut apporter, chacun à son rythme, parce que y en a des territoires plus en avance que d'autres, il faut le reconnaître. Et donc là, il y a une trajectoire à donner et tout le problème est d'avoir des indicateurs cohérents pour challenger les territoires les uns avec les autres et leur permettre de progresser ensemble, sans faire du tableau d'honneur, mais on prend un état des lieux dans chaque territoire et comment on peut progresser ensemble. Et je crois beaucoup, ça a été dit, il faut qu'il y ait une structuration régionale, notamment à travers un système d'information multimodal qui regroupe l'ensemble des types de mobilité sur le territoire, y compris les mobilités douces. Et il faut que l'on ait aussi des trajectoires dans le temps qui puissent être dynamiques et puissent engager les populations. Il y a un autre point, et je terminerai par cela, qui était le grand oublié du débat actuellement, c'est que tout se passe dans les entreprises. Et ce qui est essentiel dans la loi d'orientation des mobilités, c'est que les entreprises sont obligatoirement dans les comités des partenaires qui vont se mettre en place dans les bassins de mobilité et dans les EPCI. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que réfléchir aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, avec la présence des entreprises qui, en milieu urbain, dans les AOM actuels, payent le versement mobilité et sont dans une situation donner leur avis. Voilà ce que je voulais dire pour ne pas être trop long. Merci Michel pour cette concision et ce tour d'horizon. Est-ce que tu as pas mal insisté sur le taux de remplissage en parlant aussi bien du covoiturage que des trains? Le directeur des TER, Franck Lacroix, disait la semaine dernière que le taux moyen de remplissage des TER était de 25%. Ce qui est assez faible. Est-ce que tu as des éléments chiffrés, des projections pour faire progresser ce chiffre? C'est un des leviers importants et c'est un levier qui est a priori plus facilement actionnable que d'autres de long terme, comme par exemple le développement des infrastructures lourdes, etc. Est-ce que tu as des éléments sur ce taux de remplissage? Alors, pour avoir plus de monde dans le train, il y a plusieurs formules. Déjà, il faut que l'on ait
et que l'on ait effectivement des dessertes par ligne qui soient claires, lisibles et plus nombreuses. Deuxièmement, il y a un sujet de tarification. C'est-à-dire que le train n'est pas cher, contrairement à ce que l'on dit ou ce que l'on croit, mais pour autant, il faut qu'il y ait des tarifications qui soient très lisibles. Le gros problème que l'on a pour faire venir plus de monde dans le train, c'est qu'on ne s'adresse en matière de communication qu'à ceux qui prennent déjà le train. Il y a un monde ferroviaire qui vit dans l'entre-soi. Et je crois énormément au travail à exercer localement. Je parlais des nœuds d'intermodalité que sont les gares, où effectivement, il faut que l'on ait un travail local avec les élus locaux, les maires, les présidents de PCI, pour leur dire réfléchissons comment on évoque plus les moyens de transport, là où il y a les moyens de transport tels que le train ou le car. C'est une nécessité. Et je crois qu'il faut avoir le courage de porter de la communication à ceux qui ne prennent pas le train, ce qui est très rare. On s'adresse plutôt à ceux qui le prennent déjà. Voilà. Merci, merci Michel. Les recettes, on les connaît, mais encore faut-il que localement, ce n'est pas d'une région que l'on peut augmenter la fréquentation dans les transports en commun. Ce n'est que dans un dialogue constructif avec les territoires, avec les habitants sur tous ces territoires et les élus qui les représentent. C'est quelque chose d'essentiel. Et je compte, moi, énormément sur la LOM et je souhaite que les régions s'engagent très rapidement dedans parce que c'est là qu'on va faire un travail constructif